Bonjour tout le monde, donc et merci de participer à cette première réunion qui est dédiée au 3C. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Séverine Thibault, chef de projet déploiement et usage au sein du DSRC en Co-Occitanie. Et donc, je vais animer cette réunion avec l'aide de Chloé Marais, qui est aussi chef de projet, et Nathalie Amaury, qui est l'adjointe de David Loupia, notre responsable des systèmes d'information, qui est également présent à cette réunion, et Charlotte Morel, notre responsable des données, voilà, qui est là aussi et qui répondra à vos questions. Donc, l'objectif de cette réunion est de vous présenter les grandes évolutions à venir du DCC. Donc, pour cela, on a environ 1 heure d'échange ensemble. Tout d'abord, donc à l'ordre du jour, tout d'abord, Chloé vous parlera du référentiel RCP et de son application dans le DCC. Ensuite, je vous présenterai moi les différentes modalités de connexion au DCC et les évolutions à venir. Et enfin, Nathalie vous parlera de l'envoi des fiches RCP et des PPS dans le dossier médical partagé. Entre chaque présentation, nous prendrons le temps d'échanger avec vous sur ces sujets, donc n'hésitez pas à prendre la parole lors de ces temps d'échange. Je vais maintenant laisser la parole à Chloé qui va vous présenter donc du coup les évolutions à venir en rapport avec le référentiel RCP. Chloé, du coup, je te laisse prendre la main sur la présentation. Merci. Bonjour à tous, donc je vais vous parler des évolutions dans le DCC liées au référentiel RCP. Donc, pour commencer, quelques éléments de contexte et de rappel. Donc, le référentiel RCP avait initialement été publié en septembre 2023, puis dépublié en octobre, puisqu'il y avait eu des retours concernant la composition des quorums, notamment des RCP de recours. Et donc, il a été officiellement republié en décembre 2023, après son actualisation. Donc, l'objectif de ce référentiel, qui vient en complément des textes réglementaires déjà fournis et qui encadrent déjà les RCP en cancérologie, ce référentiel entend guider les professionnels et les institutions concernées dans la définition des RCP, mais également leur champ d'application, leur fonctionnement pratique et dans le déroulé du passage d'un dossier en RCP. Il y a également les nouvelles autorisations en cancérologie qui ont un impact important sur les RCP. Donc, pour rappel, les dossiers sont en cours actuellement d'instruction par l'ARS et pour organiser une RCP, un ou plusieurs établissements partenaires devront avoir les autorisations pour les 3 modalités de traitement du cancer. Au niveau des actions qu'on a pu mener au DSRC, donc on a travaillé avec certains 3C et on a mis à disposition une charte de fonctionnement des RCP en Occitanie sur notre site internet, ainsi que des trames de convention pour les établissements. Donc vous avez accès à tous les documents sur le site Occitanie. Et pour information, vous n'avez pas besoin de nous transmettre les conventions, elles sont vraiment faites pour les établissements, pour que chacun puisse décrire son organisation sur les RCP. Nous avons également fait un travail d'information auprès des coordonnateurs de RCP par mail sur les évolutions à venir. Et enfin, les évolutions du DCC, elles, seront mises en place et disponibles courant septembre. Donc, pour rappel, tout type de RCP, donc RCP standard, RCP de recours, pourront avoir lieu sur le même temps, à condition que le quorum soit respecté pour chaque dossier. D'autre part, une RCP, elle ne sera plus rattachée à un 3C, mais elle sera rattachée à un ou plusieurs établissements. Donc, on vous propose les 2 définitions suivantes, celle d'établissement organisateur. Donc, dans ce cas, un des médecins de l'établissement est coordonnateur de la RCP. Le personnel de l'établissement, donc le médecin ou une secrétaire, va saisir les fiches. Et en session de RCP, le personnel de ce même établissement va saisir les propositions et verrouiller les fiches de RCP. Pour ce qui est de l'établissement partenaire, donc on va avoir un médecin de cet établissement partenaire qui va être présent lors de la RCP pour donner un avis et pour que le quorum de la RCP soit respecté. Pour autant, ce médecin ne va pas saisir de propositions et ne va pas verrouiller de fiches, mais il peut, s'il le souhaite, présenter des dossiers. Enfin,
Les changements concernant les RCP, donc à savoir les changements de libellé et la liste des établissements organisateurs d'une RCP, ne seront effectifs qu'à partir de janvier 2026 pour faciliter tout simplement l'analyse des données des rapports d'activité sur l'année 2025. Au niveau des actions à venir, donc on va vous solliciter, vous 3C, courant septembre, pour recueillir des changements éventuels de libellé, pour recueillir la liste des établissements organisateurs des RCP. Donc, pour vous donner un exemple des changements qu'il peut y avoir, notamment au niveau d'établissements organisateurs, établissements partenaires. Donc, on va prendre la première, ça va être une RCP digestive. Aujourd'hui, elle va être portée par un 3C virtuel qui est composé des établissements A, B et C. Avec la nouvelle évolution, et ce qu'on va vous demander, c'est de savoir que l'établissement A, B et C sont organisateurs de cette RCP digestive. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est plus dans le deuxième cas, cette RCP scénologie, qui est portée aujourd'hui par le 3C de l'établissement D. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, il y a un médecin anapathe de l'établissement E qui participe à cette RCP, mais qui n'est aujourd'hui pas identifié dans le DCC. Et donc, nous, ce dont on aura besoin de savoir à la rentrée, qu'on vous sollicitera, c'est que cette RCP scénologie, elle sera toujours organisée par l'établissement D, mais il y aura dans les établissements partenaires l'établissement E, représenté par le médecin d'anapathe. Donc, au niveau de la temporalité, comme je vous le disais, on va vous solliciter en septembre. Il faudra qu'on ait toutes les informations pour novembre pour pouvoir préparer le DCC, que vous ayez les nouvelles RCP accessibles dans le DCC courant décembre pour pouvoir préparer les sessions de RCP de janvier. Donc maintenant, pour ce qui est des visuels, des évolutions dans le DCC. Au niveau du paramétrage de la RCP de référence, donc en back-office, ont été ajoutés les différents types de RCP, à savoir RCP standard, RCP de recours chirurgie complexe, RCP de recours TMSC aplasiant, cancer rare, compétences rares également, et la notion de staff. Les périmètres aussi ont été ajoutés, donc régional, interrégional, territorial. Nous avons donc mis en avant l'établissement porteur. L'établissement partenaire n'est pas un élément obligatoire, mais il peut être renseigné dans le DCC. Et pour information, la ligne du 3C porteur sera renseignée automatiquement dès qu'on aura renseigné l'établissement porteur de la RCP. Au niveau des écrans de recherche RCP, donc par l'accès RCP ou l'accès patient, donc aujourd'hui on cherche par 3C. Dans l'évolution à venir, on cherchera par établissement. Pour le moment, on ne pourra pas faire de recherche par type, donc par exemple recours ou standard. C'est une évolution qui pourra potentiellement venir plus tard, lorsque toutes les autorisations et que l'organisation générale sera cadrée. Au niveau de l'écran recherche RCP, donc pareil, on n'aura plus la colonne 3C, on aura la colonne établissement qui viendra à la place. Et puis la colonne recours, donc la toute première, sera retirée aussi parce qu'elle n'était pas forcément utilisée. Ensuite, lors de l'inscription des patients en RCP, il a été ajouté donc 2 cases qui sont encadrées en rouge. La case dossier de recours B chirurgie complexe et dossier de recours B TMSC aplasion. Donc le médecin, en inscrivant son patient, pourra causer ces cases s'il considère que le dossier du patient est complexe. En session RCP, donc la liste des patients pourra être triée. Donc, il suffira de cliquer en haut de chaque colonne, par exemple en haut de la colonne dossier recours chirurgie complexe. Et dans ce cas-là, tous les dossiers de chirurgie complexe seront réunis soit à la fin, soit au début, ce qui permettra de décider et de passer pendant la session RCP tous les dossiers complexes d'un coup et tous les dossiers complexes standards à un autre moment. Autre élément, pendant la session RCP, le coordonnateur de la RCP pourra modifier la notion de complexité.
Donc, il pourra décider de passer un dossier en complexe et un dossier qui était mis comme complexe, il pourra décider de retirer la notion de complexe. Au niveau des propositions, donc comme vous pouvez le voir, il y a de nouvelles propositions qui ont été ajoutées, à savoir notamment l'orientation vers d'autres RCP, notamment les RCP de recours chirurgie ou TMS aplasien, ou des RCP nationales ou régionales, et aussi la RCP oncofertilité. Enfin, au niveau de la fiche RCP, donc aujourd'hui, sur le bandeau du haut, on avait le 3C référent qui apparaissait. Avec la nouvelle évolution, il n'y aura plus que l'établissement. Et un autre élément a été ajouté au niveau du dossier du docteur. La précision de médecin de référence a été aussi ajoutée dans le bandeau RCP. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Chloé. N'hésitez pas à prendre la parole. Voilà. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est obligé. Donc, soit vous pouvez lever la main si vous souhaitez parler, ou alors vous avez dans l'espace conversation, vous pouvez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet-là, ou si tout était très clair. Ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on continue. Je vais reprendre la main. Donc, moi, de mon côté, je vais vous parler des modalités de connexion au DCC. Donc, depuis le premier trimestre, on a ajouté de nouveaux moyens de connexion au DCC, qui sont le OTP, qui est un code à usage unique que vous recevez par email, et le TOTP, qui est un code à usage unique aussi, mais que là, vous recevez sur une application qui est soit de téléphone, soit de bureau. Donc, c'est deux moyens supplémentaires de connexion au DCC qui ont été rajoutés, qui permettent une sécurisation intermédiaire pour se connecter au DCC. Ensuite, lors du deuxième trimestre, on a identifié un petit peu toutes les situations qui pouvaient être à risque, c'est-à-dire si on enlevait la connexion au DCC par authentification simple, c'est-à-dire si on enlevait la case aucune sur le DCC. Donc, on a anticipé un petit peu cette évolution et du coup, on a essayé de questionner un petit peu tous les utilisateurs pour voir quels étaient les usages à risque et essayer de proposer des solutions pour ne pas se retrouver bloqués. Et donc, la troisième étape, bien sûr, ce sera la suppression de ce mode de connexion avec le aucune qui aura lieu le 19 novembre 2025. Donc, vous n'aurez plus la possibilité de vous connecter au DCC juste par identifiant et mot de passe. Voilà. Donc, juste pour vous rappeler tous les différents moyens du DCC, de connexion au DCC que vous pouvez utiliser. Donc, le premier moyen qu'on préconise, c'est l'appel contextuel. Donc, l'appel contextuel, c'est quoi? C'est que vous accédez au DCC depuis votre dossier patient informatisé de votre établissement. Et donc, il existe deux types d'appels contextuels. Un appel contextuel qu'on appelle patient, c'est-à-dire que vous êtes sur votre dossier patient informatisé et vous tombez sur le même dossier patient dans le DCC. Donc, ça, c'est le premier appel contextuel. Et le deuxième appel contextuel qu'on appelle global, c'est-à-dire que depuis votre dossier patient informatisé, vous avez un bouton d'accès qui vous permet d'accéder à l'ensemble du DCC, donc pas sur un dossier spécifique, mais sur tout le DCC. Et ça, c'est plus destiné notamment aux coordonnateurs de RCP pour permettre de gérer la RCP. L'avantage de ces modes de connexion au DCC, c'est qu'ils sont rapides, ils sont sécurisés puisque vous êtes dans votre environnement d'établissement. Et en plus, ça permet de lier les identités patients entre le DCC et votre DPI. Donc, ça permet de faire des liens et de mettre en place après d'autres interfaces aussi qui pourraient être utiles, notamment pour faire remonter les fichiers RCP dans vos dossiers patients. Voilà.
Donc, il y a certains établissements qui disposent déjà de ces appels contextuels. Pour ceux qui ne l'ont pas et qui souhaiteraient le mettre en place, nous vous invitons à contacter Madame Delphine Banot, qui est notre responsable produit et interopérabilité DCC au grade e-santé. Je vous ai mis ses coordonnées mail dans la présentation. Pour le deuxième mode de connexion DCC que nous préconisons, c'est par ProSanté Connect. Donc, à côté de l'identifiant mot de passe, vous avez un bouton d'accès qui s'appelle ProSanté Connect. Pour se connecter par ProSanté Connect, il faut que vous disposiez d'une carte CPS, CPE ou CPA, et d'un lecteur de carte ou d'une ICPS. Donc, pour les professionnels de santé, donc les médecins, eux, ils vont avoir une carte CPS. Pour tous ceux qui ne sont pas médecins, vous pouvez obtenir des cartes CPE ou CPA. Mais par contre, pour ces cartes-là, il faudra paramétrer en amont sur le DCC votre carte en allant dans Mes préférences, gestion de ma carte CPS et ajouter votre carte. Voilà. L'avantage de cette connexion, c'est que c'est pareil, hein, c'est rapide. Là, vous n'avez plus qu'un code à mettre, c'est votre code personnel que vous mettez. Donc voilà, donc c'est un accès rapide et c'est sécurisé. Et donc, je vous ai mis quelques liens pour comprendre les différences entre les différentes cartes, CPS, CPE, CPA, pour que vous puissiez commander n'importe quel type de carte. Et si vous souhaitez être accompagné aussi, je vous ai mis le lien vers le site internet e-santé Occitanie, où il vous explique tout sur ProSanté Connect et comment être accompagné là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces informations-là. Donc, le troisième mode de connexion DCC, c'est l'identifiant et mot de passe. Donc, là, c'est depuis un navigateur Internet. Donc, il y a deux modes de sécurisation, donc par email et par application. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le mode de sécurisation, le mode de connexion sans sécurisation, c'est-à-dire avec le aucune, va disparaître le 19 novembre 2025. Donc, pour se connecter par identifiant mot de passe et par email, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut que vos comptes utilisateurs soient rattachés à votre propre adresse mail. Donc, il faut avoir une adresse mail qui est individuelle et pas une adresse mail générique, si c'est possible, parce que si jamais il y a d'autres personnes qui consultent ce mail-là, il risque d'y avoir des problèmes au niveau de la connexion, s'ils se connectent au même moment sur le DCC. Et ensuite aussi, donc, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs comptes utilisateurs qui aient le même mail, parce que là aussi, ça peut aussi créer des difficultés. Donc, pour savoir quel est votre mail qui est rattaché à votre compte, vous l'avez dans le menu Mes préférences, gestion de la connexion par code d'authentification, et vous avez votre email qui est renseigné, là, vous voyez, et vous pouvez cliquer sur Modifier l'email si vous souhaitez le modifier. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi contacter le support utilisateur si vous rencontrez des difficultés. Voilà. Donc, on vous invite à être vigilant sur ça. Le dernier mode de connexion, c'est par application. Donc là, il existe plusieurs applications qui sont disponibles, qui sont téléchargeables soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur. Je vous ai mis quelques exemples d'applications que vous pouvez télécharger. Et ces applications, elles fonctionnent en mode avion, donc sans connexion. Donc voilà, donc là, si vous avez des applications à installer sur vos ordinateurs, là, on vous invite plutôt de vous rapprocher de votre service informatique, voilà, pour savoir comment télécharger ces applications sur vos ordinateurs. Voilà. Sinon, vous pouvez les télécharger directement sur votre téléphone et le support, on reste aussi joignable si vous avez des questions là-dessus. Je voulais juste après faire un petit focus sur notre étape 2, donc, qui était d'identifier les situations à risque et les propositions de solutions. Donc, on a construit un plan d'accompagnement
pour essayer que les personnes, que les utilisateurs ne se retrouvent pas bloqués le 19 novembre lors du passage de la fin de l'authentification simple. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a questionné les secrétaires pour identifier quels étaient un peu les usages à risque, notamment dans les salles de RCP. Et on a essayé de trouver un maximum de solutions. On a analysé aussi les comptes utilisateurs pour voir les comptes qui avaient plusieurs comptes avec des mêmes mails génériques. Voilà, et on a planifié des actions de communication. Donc, nous, notre objectif, c'est que les utilisateurs puissent disposer d'au moins 2 moyens d'authentification au DCC pour ne pas se retrouver bloqués à la connexion. Donc, sur les situations à risque, on a identifié 5 établissements qui étaient susceptibles de rencontrer des difficultés si on enlevait le aucune. Donc, on les a contactés par email. On a contacté les DSI et les 3C. On a déjà réalisé deux rendez-vous et il y en a un qui est en cours de planification. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment d'échanger avec ces personnes-là sur les situations et de voir quelles solutions on peut mettre en place au regard de notre date cible du 19 novembre. Donc, ce qui va venir maintenant aussi comme action, c'est qu'on va commencer à communiquer sur cette date auprès des directions, auprès des utilisateurs. On va aussi resensibiliser les utilisateurs dans les établissements qui disposent de l'appel contextuel pour qu'ils pensent bien à se connecter par appel contextuel. On va mettre à disposition des tutoriels et on va refaire une campagne de vérification des mails pour que vous pensiez à vérifier vos emails de connexion. Voilà, donc qu'est-ce qu'on attend des 3C aussi par rapport à cette fin d'authentification simple? C'est déjà que vous assurez que les connexions DCC seront bien possibles dans les salles de RCP, que vous puissiez relayer l'information sur la date de fin de l'authentification simple et d'informer aussi les utilisateurs sur les différents modes de connexion. Donc, je vous ai remis la vidéo qu'on avait mis à votre disposition sur les différents moyens de connexion. Et puis, vous aurez aussi ce support-là qui vous permettra aussi de le diffuser si vous le souhaitez. Voilà. Et puis, si vous avez rencontré des difficultés ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail dsi@onco-occitanie.fr. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis à votre écoute. N'hésitez pas. Pas de questions. OK. Très bien, mais écoutez, je vous propose de continuer s'il n'y a pas de questions. Et du coup, je vais laisser la parole à Nathalie qui va vous parler de l'envoi des fiches RCP et PPS au DMP. Donc effectivement, le dernier point dont nous voulions vous parler était la réactivation de l'envoi des fichiers RCP et des PPS, donc programme personnalisé de soins au DMP, donc le dossier médical partagé. Un petit rappel de l'historique de cette fonctionnalité. Donc, c'est un point qui existait auparavant sur le DCC. En effet, avant septembre 2023, le DCC alimentait les fichiers RCP et les PPS, alimentait le DMP avec les fichiers RCP et les PPS. Cela, dès que les documents étaient verrouillés, donc avec un statut verrouillé dans le DCC, l'envoi était automatique dès lors qu'il y avait un identifiant national de santé calculé, ce qu'on appelait INSC à l'époque. Donc, dès que cette information était dans le DCC, la fiche et le PPS partaient au verrouillage. On avait également la possibilité de gérer la visibilité du document. En l'occurrence, la fiche RCP arrivait en masqué pour le patient dans son DMP. Elle était visible pour le professionnel de santé qui avait de son côté la possibilité de la démasquer. Et le PPS, par contre, partait en visible pour le patient et pour les professionnels de santé prenant en charge le patient. En septembre 2023, pour des raisons techniques, ces envois, fichiers RCP et PPS au DMP, ont été arrêtés. Certains établissements ont pris donc parti de l'envoyer de leur côté directement depuis le DPI.
Aujourd'hui, nous avons, côté DSRC, la possibilité de réalimenter le DMP avec les fiches RCP et les PPS du DCC, dès lors là aussi qu'ils sont verrouillés uniquement dans ce cas-là. Et également si les patients ont une INS, donc Identité nationale de santé, une INS qualifiée dans le DCC. Cet envoi se fait via un certificat, ce qu'on appelle certificat DSRC. Donc, dans le DMP du patient, le document sera envoyé par le DSRC en Occitanie. Et nous avons également la possibilité dans cet envoi, comme c'était le cas auparavant, de bien gérer la visibilité, que ce soit pour la fiche RCP et pour le PPS, parce que donc, vous l'avez compris, les modalités sont différentes selon les deux documents. Concernant le certificat, des textes réglementaires mentionnent bien que les DSRC sont considérés comme faisant partie de l'équipe de soins et à ce titre, nous sommes habilités à échanger et à partager des données de santé et donc d'envoyer des documents dans le DMP, d'autant que l'outil DCC est porté par le DSRC, donc nous sommes considérés comme le responsable de traitement. Ce point-là est d'ailleurs indiqué dans les différentes conventions qui sont signées avec les différentes structures. Au niveau des modalités d'envoi, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc on envoie des documents, enfin on pourrait envoyer des documents uniquement qui sont verrouillés, que ce soit fiche RCP ou PPS. La fiche RCP donc, est envoyée en mode masqué au patient, par contre est visible pour les professionnels de santé qui prennent en charge le patient et qui peuvent lever ce masquage. Pour votre information, il y a des discussions qui sont en cours au niveau national sur un possible délai automatique des masquages, mais pour l'instant, nous n'avons pas davantage d'informations. Donc, on laisse les modalités d'envoi telles qu'elles sont écrites sur cette diapositive. Pour le PPS, par contre, il est envoyé en visible pour les patients et pour les professionnels de santé. Et donc, c'est également un document envoyé uniquement pour les dossiers patients qui ont une identité nationale de santé qualifiée dans le DCC. Pour rappel, une identité qualifiée, c'est une identité qui a été contrôlée avec une pièce d'identité et un appel qui a été fait au niveau du téléservice INSI. Dans le DCC, on peut faire appel au téléservice INSI. On peut indiquer qu'une pièce jointe a été vue. Elle ne peut par contre pas être ajoutée. Il n'y a pas de stockage des pièces d'identité dans le DCC. L'action de cette qualification d'identité peut être manuelle. Ce n'est pas c'est pas notre cible, c'est pas l'attendu. Notre attendu est davantage que cette information de qualification d'identité passe par l'appel contextuel. Donc, il y a une automatisation de cette qualification des identités. Et c'est une des actions que nous avons identifiées par la suite et sur laquelle nous sollicitons votre action, mais on va y venir juste sur la diapo suivante. Tu peux justement, voilà, super, merci Cédrine. Concernant donc les actions qui ont été réalisées sur ce projet de réactivation de l'envoi des fiches RCP et des PPS au DMP, nous avons construit un plan d'accompagnement et de communication pour accompagner cette réactivation du service. Et nous avons également réalisé un état des lieux pour savoir, depuis que les fiches et les PPS n'étaient plus envoyés, quels établissements ont pris parti d'envoyer de leur côté les documents directement de leur BPI au DMP. Comme vous le voyez, donc, sur les 61 établissements contactés, on a à ce jour 74% de retour et on se rend compte que seuls 3 établissements envoient les documents et pas toujours avec les bonnes dates d'envoi, c'est-à-dire que certains envoient tous les documents invisibles. Voilà, donc on a un taux faible et parfois avec donc, des envois des modalités d'envoi qui ne sont pas telles qu'elles devraient l'être. Donc, les actions que nous avons identifiées, ça sera bien sûr l'application du plan de communication avec des actions de communication ciblées vers les directeurs d'établissement. Il y a également, et c'est là-dessus que nous vous sollicitons, ça serait contribuer à la mise à jour d'appels contextuels existants pour intégrer l'INS. Alors, bien sûr, ce n'est pas vous qui allez mettre à jour ces appels contextuels, mais c'est faire le lien avec le GRAD qui est en charge des projets d'interopérabilité. Nous avons mis le contact de Delphine Banot qui est en charge de ces projets-là. Donc, n'hésitez pas à la solliciter directement pour déjà savoir quel est l'appel contextuel qui est dans votre établissement. Est-ce que l'INS est déjà intégré et voir sous quel délai des mises à jour de cet appel contextuel pour être réalisées. Et enfin, à l'automne 2025, nous allons lancer un groupe utilisateur animé par le DSRC, dont l'objectif sera d'échanger sur différents sujets en lien avec ce sujet, avec cette réactivation de l'alimentation, tels que comment nous allons gérer dans le DCC la non-opposition des patients, comment nous allons gérer des patients indemnes, parce qu'il y a des patients indemnes qui sont dans le DCC, comment nous allons gérer les problématiques de délai, de masquage, démasquage, etc. Donc, différents sujets sur lesquels nous avons besoin d'avoir des retours terrain, d'où la mise en place de groupes utilisateurs.
Et nous solliciterons les participations via la communication qui sera faite au directeur d'établissement dans les mois à venir. On s'est mis pour cible la réalimentation du DMP à janvier 2026. Alors, c'est une date qui est prévisionnelle. On souhaite se laisser un délai et vous laisser aussi un délai de 6 mois entre la communication qui sera faite au directeur et la réalimentation effective du DCC vers le DMP. Donc, on recommuniquera bien sûr sur des dates plus précises au fur et à mesure, mais voilà, vous avez déjà ce prévisionnel qui est posé. Voilà pour ces différents points que nous voulions vous remonter. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations à ce sujet? Juste la question, c'est concernait les patients oncogénétiques constitutionnels. Donc, du coup, c'est ce que vous appelez patients indemnes? Oui, c'est ça. Oui, Ouais, exactement. C'est ces patients-là. Et du coup, est-ce que ça va remonter systématiquement ou alors c'est justement là-dessus qu'il faut qu'on travaille? C'est exactement là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Voilà, est-ce que pour ces patients-là, on ne récupérait pas l'INS, ou est-ce que si on a l'INS, il y a une petite coche qui bloquerait s'il y a INS et patient indemne, ça ne partirait pas. Voilà, c'est ces points-là, effectivement, qui seront travaillés lors du groupe utilisateur à l'automne, entre autres. Ok. Ne qualifie pas. Ok. Et tu as une question, Clotilde? Non, est-ce que c'était patient indemne? Non, opposable. Il y avait les patients opposables aussi, je ne sais pas ce que c'est. Vas-y. Les patients indemnes? Excusez-moi. Oui. Non, les patients opposables, qu'est-ce que c'est? La non-opposition des patients, en fait, qui ne s'opposent pas à ce que leurs données soient informatisées, d'une part, et que leurs documents partent dans le DMP. Il faut qu'on ait un écrit, qu'on trace, nous, qui ne sont pas opposés à ce que les documents partent dans leur DMP. D'accord. La nouvelle version du DMP qui va arriver avec de nouvelles règles de non-opposition. On n'est plus dans le consentement, contrairement à la version actuelle, mais dans une version de non-opposition. Donc, la posture est différente et la traçabilité est différente. Ok, comme pour les prélèvements d'organes, en fait. Si tu ne t'opposes pas, tu consens. C'est ça? Je ne vais pas te le garantir là tout de suite. Mais ouais, à mon avis, c'est ça, Nathalie. C'est tu traces l'opposition. De manière générale, ils ne s'opposent pas à la création de mon espace santé. Ils ne s'opposent pas à l'envoi. Mais s'ils s'opposent, là, tu vas le tracer. Donc, en fait, tu ne traces pas la non-opposition, mais tu traces l'opposition à l'utilisation, à l'informatisation de tes données. Voilà. Donc, s'ils ne se sont pas opposés, ça veut dire qu'ils sont OK. C'est ça. OK. Oui, c'est ça. OK. Donc, s'ils s'opposent, il se passe quoi? Ben, ça part pas. Ouais, c'est ce point-là qu'il faudra qu'on travaille. Et c'est justement ça qu'il faut tracer. Comme, par exemple, nous, dans le DCC, on a la case, le patient est informé qu'il a ces données qui sont informatisées dans le DCC, il ne veut pas qu'on utilise ces données pour la partie recherche. Et donc, dans ce cas-là, c'est je m'oppose à l'utilisation de mes données. D'accord. D'accord. Donc, ça sera quelque chose qu'il faudra que les médecins demandent à chaque patient? Ce sont des points, justement, qu'il faudra travailler à l'automne. Voilà. Vaste chantier. Hein. Oui. C'est pour ça que nous allons monter un groupe de travail, vraiment d'échange pour aussi connaître les pratiques terrain, voir comment on peut parce qu'on peut donner, nous, des bonnes pratiques, mais après, il faut voir est-ce que c'est réaliste ou pas, et comment ça peut être, comment on peut répondre à la réglementation tout en entendant aussi les problématiques terrain. Nous allons lancer donc à la rentrée, cet été ou à la rentrée, une communication à l'attention des directeurs d'établissement dans laquelle nous allons parler de ce groupe utilisateur. Donc, ça sera un appel à candidature pour les personnes qui souhaitent, donc via les directeurs et via donc cette réunion 3C aussi. Si vous êtes intéressé ou si vous avez connaissance de personnes qui seraient intéressées pour communiquer ce groupe, constituer ce groupe, n'hésitez pas à nous le remonter et nous en prendre note. Donc, un mail à Charlotte ou moi et on constituera le groupe au fur et à mesure, on reviendra vers vous. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'était aussi la première fois qu'on faisait ce type de réunion en visio. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour savoir si vous avez aimé ou pas ce format-là. Ça nous intéresse aussi de savoir, d'avoir votre retour. Ce qu'on vous propose, c'est, avant de finir, je voulais vous informer que vous pouvez retrouver
tous les prochains événements qu'on organise sur notre site internet. Et donc, je voulais vous communiquer aussi qu'on organise donc le 27 novembre, pardon, excusez-moi, le 27 novembre à Toulouse, les journées utilisateurs du DCC en présentiel. Et le 4 décembre, ce sera sur Montpellier. Et entre-temps, nous avons la convention du réseau qui aura lieu le 7 novembre au phare de Palavas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à ces événements. Gladys va vous mettre tous les liens dans la conversation. Donc voilà, et n'hésitez pas à nous renseigner le petit questionnaire de satisfaction pour avoir votre retour sur cette réunion. Voilà, je pense qu'on vous a tout dit. Si vous n'avez pas plus d'informations, eh bien, écoutez, je vous propose de lever la séance. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci.